Ma mère a posé sa main sur le testament et m'a regardé droit dans les yeux, « Tu n'auras pas un seul centime. » J'ai souri, « Très bien, alors ne t'attends pas à un seul centime de ma part non plus. » J'ai lentement posé ma fourchette et mon couteau et je me suis levé. Des semaines plus tard. Le cauchemar a frappé. Ma mère a posé sa main sur le volant, comme si elle me clouait à la table. Puis, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, calme comme la glace. « Tu n'auras pas un seul centime. » La pièce n'a pas bougé. Pas un souffle, pas un clignement d'yeux, juste cette phrase qui résonnait dans mon crâne. Dylan a eu un petit sourire en coin. Leia a caché un sourire derrière son verre. Quelque chose en moi a lâché. J'ai posé ma fourchette et mon couteau lentement, comme si je déposais un corps pour son repos éternel. D'accord, ai-je chuchoté. Alors, n'attendez pas un seul centime de moi non plus. Je pensais que ce moment était la trahison. Il ne savait pas que le véritable coup dur était encore à venir. J'avais conduit jusqu'à chez mes parents ce soir-là, en me disant que ce n'était qu'un dîner. Juste une soirée tranquille en banlieue, à 40 minutes de Portland, avec des lasagnes, des discussions banales, et ce genre de chaleur que je feignais de croire que nous avions encore. Le ciel était déjà sombre quand je suis entré dans leur allée, la lumière du porche se déversant sur les marches comme un message de bienvenue. Je n'y croyais pas totalement. J'aurais dû remarquer la tension dès l'instant où je suis entré. L'immobilité dans l'air, la façon dont ma mère a à peine levé les yeux du four, la façon dont Dylan et Leia ont échangé ce petit sourire secret et rapide. Mais je me suis dit de ne pas trop y penser. Je me disais toujours que l'intérieur de la maison sentait l'ail, les tomates, et le nettoyant au citron que ma mère utilisait chaque vendredi. C'était familier, presque réconfortant. J'ai accroché mon manteau au même crochet que j'utilisais depuis le lycée, et je suis entré dans la salle à manger. La table était dressée parfaitement, serviette en tissu, verre à vin, bougie déjà allumée. Il ne faisait cela que lorsqu'il voulait quelque chose, ou quand quelque chose de mauvais se préparait. Mon estomac s'est noué. « Rebecca, tu as réussi à venir » a dit ma mère sans se retourner. Son ton était enjoué, mais ses épaules étaient rigides. Mon père m'a fait un signe de tête rapide, le genre qu'il utilisait quand il ne voulait pas parler. Dylan étalait du beurre sur un petit pain comme s'il jouait pour un public. Leia était assise à côté de lui, tapotant sur l'écran de son téléphone, la lueur se reflétant sur ses cheveux brillants. La sœur de la grande ville se joint enfin à nous, a-t-elle murmuré, sans lever les yeux. Je l'ai ignoré. J'avais ignoré des commentaires comme ça pendant des années. Nous nous sommes assis. Ma mère a placé les lasagnes au centre de la table et a souri comme si tout était normal, mais l'atmosphère semblait mince, fragile, tendue au point de rompre. La conversation était maladroite au début, le travail, la météo, le remplissage habituel. Ma mère m'a posé des questions sur mon dernier projet. Mon père a marmonné quelque chose à propos d'un robinet qui fuyait et pour lequel il avait besoin d'aide. Les jumeaux chuchotaient entre eux. Mais sous tout cela, il y avait autre chose, en attente. Alors que je coupais ma nourriture, j'ai surpris ma mère en train de m'observer, les yeux calculateurs. Cela m'a rappelé chaque fois qu'elle avait dit « La famille reste soudée », juste après m'avoir tendu une autre facture. Les paiements hypothécaires, les factures de services publics, les frais de scolarité pour la 3e spécialité universitaire de Dylan, le nouvel équipement pour les rêves d'influenceuse de Leia, les réparations pour le chalet au lac qu'ils aimaient mais n'entretenaient jamais. Tout était tranquillement transféré de mon compte parce que, en tant qu'aîné, j'étais la responsable. Je pensais autrefois que les aider signifiait qu'ils m'aimaient, qu'être utile signifiait être valorisé. Mais dernièrement, chaque sacrifice semblait s'évaporer au moment même où il quittait mes mains. Ma mère s'est raclé la gorge, brisant le silence. Nous sommes heureux que tu sois là ce soir, Rebecca. Il y a quelque chose dont ton père et moi voulons parler. Dylan s'est redressé sur sa chaise. Leia a verrouillé son téléphone et l'a posé face contre terre, son petit sourire narquois se formant déjà. Mon cœur a fait un bond, un avertissement que je ne pouvais ignorer. Quoi que ce soit qui arrivait, ce n'était pas une petite conversation de table. C'était autre chose, quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. Ma mère n'a pas pris sa fourchette. Elle a attrapé le dossier posé à côté de son assiette. Une fine pile de papier, soigneusement attachée, le coin supérieur déjà plié à force d'être manipulé. Elle a posé sa paume dessus comme si elle revendiquait un territoire. « Rebecca » a-t-elle dit, son ton léger d'une manière qui me fit picoter la peau. « Ton père et moi avons finalisé le testament.
Nous voulions que tu l'entendes directement de nous. La pièce a semblé basculer. Les bougies ont vacillé. Même le bourdonnement du réfrigérateur a semblé s'estomper. Mon père gardait les yeux rivés sur la table. Dylan s'est penché en arrière, les bras croisés, l'air bien trop satisfait. Leia a coincé une mèche de cheveux derrière son oreille, me regardant comme si elle attendait une réaction. Mon cœur a battu un coup sourd, lourd. Le testament, oui, a répondu ma mère en faisant glisser le dossier vers l'avant. C'est très simple. La maison, le chalet au lac, ce qui reste des économies. Tout ira à Dylan et Leia. Les mots sont tombés si platement, si nonchalamment, que pendant une seconde, mon esprit a refusé de les comprendre. J'ai cligné des yeux vers elle, vers le dossier, vers la façon dont elle disait tout cela, comme s'il s'agissait simplement des prévisions météorologiques. Je suis désolé. Ma voix est sortie toute fine. Tu t'en sors bien toute seule, a-t-elle continué comme si c'était répété. Tu n'as besoin de rien de notre part. Tes frères et sœurs, en revanche, pourraient avoir besoin de soutien. Ils cherchent encore leur voie. Cherchent leur voie. Cette voie était apparemment pavée avec mon argent. Dylan a eu un sourire narquois. Je voulais juste m'assurer qu'il n'y aurait pas de confusion plus tard. Le sourire de Leia s'est aiguisé. Tu retombes toujours sur tes pieds, Rebecca. Certains d'entre nous n'ont pas cette chance. Un rire amer est monté dans ma gorge, mais je l'ai avalé. Alors, laissez-moi bien comprendre, ai-je dit calmement. J'ai payé l'hypothèque chaque mois. J'ai couvert les factures. J'ai payé pour que Dylan enchaîne les spécialités universitaires comme si c'était un passe-temps. J'ai payé pour réparer le chalet pour que vous puissiez tous profiter de l'été. Et je n'ai rien. Ma mère a expiré dramatiquement. C'est exactement pour ça que nous ne voulions pas encore te le dire. Tu ramènes toujours tout à l'argent. Parce que je suis la seule à apporter de l'argent, ai-je dit, un tremblement parcourant ma voix. Mon père a enfin parlé, à peine au-dessus d'un murmure. Rebecca, ma chérie, tu es stable. Tu vis confortablement. Tu t'en sortiras. Tes frères et sœurs ont besoin de plus d'aide. Je l'ai dévisagé. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo ne voulait même pas croiser mon regard. Leia a haussé les épaules, son ton mielleux. Peut-être que si tu n'essayais pas toujours de jouer au héros, tu ne serais pas si contrarié. Dylan a gloussé. Sérieusement, personne ne t'a forcé à aider. Personne ne m'a forcé. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Des années de sacrifice, chacun de présenter comme un devoir, de l'amour, la famille. Évaporé dans un haussement d'épaule. Quelque chose en moi s'est stabilisé, comme un nœud qui se resserre. J'ai souri. Pas amèrement, pas avec colère, juste. Fini. D'accord, ai-je dit doucement. Alors, n'attendez pas un seul centime de moi non plus. La table s'est figée. Même l'air semblait différent. J'ai pris ma serviette, je l'ai pliée soigneusement, et j'ai posé ma fourchette et mon couteau, lentement et délibérément. Puis je me suis levé. Leurs visages sont devenus flous derrière moi alors que je marchais vers le couloir. Ils pensaient que le testament était la trahison. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher. Le trajet de retour vers le centre-ville de Portland m'a semblé plus long que d'habitude, comme si l'autoroute s'était étirée pendant la nuit. Les gouttes de pluie claquaient sur mon pare-brise, brouillant les lampadaires en traînées d'or, mais je voyais à peine quoi que ce soit. La voix de ma mère ne cessait de repasser dans ma tête, calme, exercée, me transperçant avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce moment. Tu n'auras pas un seul centime. Au moment où j'ai atteint mon immeuble, une douleur sourde s'était installée sous mes côtes. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré, laissant tomber mes clés sur le comptoir dans un cliquetis tremblant. Le bourdonnement familier du chauffage, la faible odeur de la bougie à la vanille que j'avais brûlée la veille. Tout semblait faux, comme si ma maison ne convenait plus à la personne qui était sortie de cette salle à manger. Je me suis assise sur le canapé et j'ai fixé mon téléphone posé face contre terre sur le coussin. Il a vibré une fois, puis encore, puis sans arrêt. Je l'ai retourné. 9 appels manqués, 4 messages vocaux, 2 longs SMS de ma mère, puis un de Dylan, un de Leia. Je n'en ai ouvert aucun. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire. L'écran s'est rempli de paiements récurrents, des lignes et des lignes de responsabilité que personne ne reconnaissait jamais, mais que tout le monde attendait. Hypothèque, facture,
assurance, virement simplement étiqueté aide, un petit mot vague qui couvrait une décennie de sacrifices. Mon pouce a plané sur la première ligne. Une profonde respiration s'est échappée de moi. Puis j'ai appuyé sur annuler. La confirmation est apparue. J'ai appuyé sur oui. Un autre paiement. Annulé. Confirmé. Puis un autre. Annulé. Confirmé. Ce n'était pas triomphant. Ce n'était pas une vengeance. C'était quelque chose de plus calme, de plus profond, comme déverrouiller une porte derrière laquelle je ne réalisais même pas avoir été piégé. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. La voix de ma mère a éclaté immédiatement. Rebecca, qu'est-ce que tu fais? N'ose pas annuler ces paiements. Tu agis comme une enfant. J'ai fixé la fenêtre sombre devant moi, mon reflet faible. Je ne suis pas votre banque, ai-je dit, gardant ma voix égale. Tu fais partie de cette famille, a-t-elle répliqué. Et la famille ne se traite pas comme ça. J'ai failli rire. Tu veux dire, la façon dont vous m'avez traité ce soir? Silence. Alors ne déforme pas les choses. Appelle-moi quand tu seras calmé. Elle a raccroché avant que je puisse dire un autre mot. 20 minutes plus tard, Dylan a appelé. Alors, maman dit que tu piques une crise, pourquoi? Eh bien, tu n'as même pas besoin de. Dylan. Tu as vandalisé mes limites bien avant tout ça, ai-je dit. Quelles limites? Tu payais parce que tu le voulais. Ne réécris pas l'histoire. Il a raccroché aussi. Puis Leia, son ton était sucré, presque ennuyé. Beck, sérieusement, tu t'embarrasses. Tu as de la chance. D'accord, tu n'as pas besoin de l'héritage. Laisse tomber. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué Dylan. Et puis, parce que je savais ce qui allait suivre, j'ai bloqué ma mère aussi. Le silence qui a suivi n'était pas vide. C'était une page blanche. Les jours suivants se sont fondus dans une routine de travail, de silence et de brèves poches de soulagement. Mes collègues ont remarqué que j'avais l'air fatigué, mais personne n'a posé de questions. J'en étais reconnaissante. Je me suis plongé dans un nouveau projet qui nécessitait de longues heures et des voyages, n'importe quoi pour empêcher mon esprit de dériver vers cette table de salle à manger. 3 semaines après le dîner, mon téléphone s'est allumé avec un SMS de groupe de ma mère. Réunion de famille ce soir. Tu nous dois d'être là. Une pression familière s'est resserrée autour de ma poitrine. Une vieille programmation, une vieille obéissance. Mais j'ai répondu un seul mot quand même, bien. Quand je suis entré dans l'allée de mes parents ce soir-là, le ciel était d'un gris terne, le genre qui pèse lourd avant une tempête. La voiture de Dylan était garée de travers. Leia était appuyée contre la rampe, faisant défiler son téléphone. Mon père se tenait près de l'embrasure de la porte, les mains enfoncées dans les poches. Ma mère attendait juste à l'intérieur, les bras croisés, les lèvres pincées. Il me regardait comme si j'étais le problème. Il n'avait aucune idée que je n'étais plus la même personne qui était partie 3 semaines plus tôt. J'étais quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'il ne pouvait plus contrôler. Des semaines plus tard, le cauchemar n'a pas seulement frappé. Il est arrivé avec la froide précision de quelqu'un qui voulait que je le ressente. Je venais de rentrer de Sacramento, faisant rouler ma valise dans le couloir silencieux de mon immeuble. Mes épaules me faisaient mal. Mes yeux étaient granuleux à cause du vol, et tout ce que je voulais, c'était une douche et dormir. Mais à mi-chemin du couloir, quelque chose a semblé clocher. L'air sentait légèrement le produit chimique, piquant, artificiel. Puis j'ai vu ma porte. Elle avait l'air enflée, déformée, comme si quelque chose en avait poussé. J'ai arrêté de marcher. De la mousse expansive, épaisse, durcie, d'un jaune pâle, était tassée dans chaque fissure autour du cadre. Elle bombait vers l'extérieur, comme si la porte essayait de s'en échapper. Je l'ai touchée du bout des doigts. Solide, sèche, figée. Quelqu'un avait scellé mon appartement. Mes clés ont glissé inutilement dans ma main. Pendant un moment, je suis resté là, à stabiliser ma respiration. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. J'ai simplement senti quelque chose en moi devenir très, très calme, délibéré, personnel, punitif. Mon esprit s'est posé sur Dylan avec une facilité troublante. La direction de l'immeuble a mis près d'1 heure à répondre. Lorsque le superviseur des installations est arrivé,
il a fixé la porte, les sourcils levés. Quelqu'un voulait vraiment vous empêcher d'entrer. C'est une façon de le dire, ai-je répondu, la voix assez froide pour qu'il me jette un second coup d'œil. Un serrurier est venu ensuite. Il a fallu encore 2 heures pour écailler la mousse sans endommager la structure. Des morceaux d'isolant séché saupoudraient le sol du couloir comme des confettis de la célébration la plus misérable du monde. Quand la porte s'est enfin ouverte et que je suis entré, je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti de la détermination. J'ai laissé tomber ma valise, j'ai marché directement vers mon ordinateur portable, et j'ai affiché le flux de la caméra du couloir. Avance rapide, pause, clic, défilement. Puis lui. Dylan. Capuche rabattue sur la tête, casquette de baseball basse, un sweatshirt que je reconnaissais du Noël dernier. Il bougeait avec cette arrogance que j'avais vu grandir, irréfléchie, insouciante, convaincu de sa propre invincibilité. Il a secoué la bombe de mousse. Il a souri. Il a aspergé chaque centimètre du cadre de ma porte. Et quand il a fini, il a reculé, admirant son travail comme une sorte de chef-d'œuvre. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Je n'ai pas pleuré. Mes mains n'ont même pas tremblé. J'ai juste appuyé sur enregistrer. Puis je me suis rassise, fixant l'image en pause. Son visage n'était pas entièrement visible, mais sa posture, ses chaussures, son rire. Ils étaient indéniables. Peu importait s'il pensait s'être déguisé. Il n'avait pas déguisé qui il était. J'ai appelé une seule personne, tante Nora. Elle est arrivée 20 minutes plus tard, encore en chaussons, ses cheveux tirés en un chignon désordonné. Un seul regard sur le cadre de la porte et son expression s'est durcie. À l'intérieur, je lui ai montré la vidéo. Elle a regardé en silence jusqu'à la fin de la vidéo. Puis, elle a hoché la tête une fois. Il a franchi une ligne, Rebecca, et tu le sais. Je le sais, ai-je dit. Tu ne peux pas continuer à absorber leurs dégâts, a-t-elle continué. Ils ne s'arrêteront jamais, à moins que tu ne les y obliges. Ce n'était pas un encouragement. Ce n'était pas de la colère. C'était la vérité. Le lendemain matin, j'ai déposé une main courante. Calme, claire, factuelle. L'officier a regardé la vidéo 2 fois et a secoué la tête. C'est du vandalisme, a-t-il dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je suis sorti du poste de police en ressentant ce genre de clarté qu'on n'obtient que lorsque le dernier fil de culpabilité finit par casser. Les appels ont commencé cet après-midi-là. Ma mère d'abord, une rage dissimulée sous une fine couche d'incrédulité. Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère? Est-ce que tu sais ce que tu as déclenché? J'ai répondu d'un ton égal. Non, maman. Il a commencé quand il a vandalisé ma maison. Elle a ignoré cela. Retire la plainte. Non. Tu es incroyable. Elle a raccroché. Ensuite est venu papa. Son ton était contrôlé, stratégique. Réglons ça tranquillement. Pas besoin d'escalader. C'est déjà escaladé, ai-je répondu. Il a enfreint la loi. Il a expiré brusquement. Tu le punis. Je le tiens responsable. Il n'avait pas de réponse à cela. Puis Dylan a appelé. Sa voix était aiguë, nerveuse. Tu crois que tu peux me faire arrêter pour une blague? Ce n'était pas une blague. Tu agis toujours comme si tu valais mieux que nous. Je suis plus en sécurité sans vous, ai-je dit simplement. Il a juré, crié, essayé de me provoquer. J'ai raccroché. Leia a essayé ensuite, reniflant comme si elle était la victime. Rebecca, ça pourrait ruiner sa vie. Il aurait dû y penser avant de prendre la mousse. Je l'ai bloqué. Le silence a suivi à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un silence de culpabilité. C'était un silence de conséquence. 2 jours plus tard, papa a rappelé. Pas de salutation, pas de faux semblants. Qu'est-ce que tu veux, a-t-il demandé. C'était toujours la mauvaise question venant de lui. Je veux le remboursement des réparations, ai-je dit. La totalité. C'est scandaleux. C'est le chiffre, ai-je répondu. Ou la plainte reste. Ton choix. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe, puis a raccroché. Le virement est arrivé le lendemain matin. Exactement le montant que j'avais indiqué dans le rapport. Pas plus, pas moins. La ligne de mémo indiquait « Règlement ».
Pendant un long moment, j'ai fixé l'écran. Pas satisfaite, pas vengée, mais libre. L'argent n'était pas la victoire. La limite posée l'était. Plus tard dans la soirée, ma mère a appelé une dernière fois. Sa voix s'est brisée, pas de tristesse, mais de colère. Tu as détruit cette famille. Je suis sorti sur mon balcon, la brise froide de la nuit de Portland effleurant mon visage. Non, ai-je dit doucement. J'ai arrêté de laisser cette famille me détruire. Elle a inspiré brusquement. J'espère qu'un jour, ai-je continué, tu comprendras que les limites ne sont pas une trahison. N'attends pas de nous qu'on te pardonne, a-t-elle claqué. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit de vous il y a longtemps. Et j'ai mis fin à l'appel. Cette nuit-là, debout dans le calme de mon appartement, j'ai passé ma main sur le nouveau cadre de porte, lisse, propre, intact, symbole de quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Une vie où je n'étais pas l'arme qu'ils utilisaient contre moi-même. Une vie que je choisissais enfin. Maintenant, dans les semaines qui ont suivi l'incident, mon monde a changé d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas, doucement au début, puis avec une sorte d'élan qui ressemblait à de l'oxygène après des années à respirer à travers une paille. Il n'y avait plus d'appels à minuit exigeant des explications, plus de messages vocaux empreints de culpabilité, plus de leçons déguisées en inquiétude, juste le silence. Et à ma grande surprise, le silence ne semblait pas vide. Il ressemblait à de l'espace. Les nouvelles de ma famille ne venaient pas d'eux. Elles venaient de tante Nora, qui prenait de mes nouvelles tous les quelques jours. Evelyne avait pris un quart de matin dans un restaurant à l'autre bout de la ville, son sourire apparemment plus tendu que jamais. Thomas travaillait de longues heures dans une quincaillerie, visiblement épuisé. Dylan avait encore quitté son travail, blâmant le stress de tout ce qui s'était passé. Léa dérivait entre deux idées, incapable de se fixer sur quelque chose qui durait plus d'une semaine. Leur crise ne m'engloutissait plus. Ce n'était plus à moi de les résoudre. Pendant ce temps, ma propre vie a commencé à s'étendre. Le travail semblait plus léger, plus clair. Mon responsable l'a remarqué et m'a proposé une voie vers un poste de direction, quelque chose que j'avais été trop épuisé pour poursuivre auparavant. Je dormais mieux. Je mangeais de vrais repas à nouveau. Mon appartement semblait plus lumineux, même la nuit, comme si les murs eux-mêmes s'étaient détendus. J'ai utilisé l'argent du remboursement, non par rancune, mais par symbolisme, pour faire quelque chose que je m'étais refusé pendant des années. J'ai réservé un voyage de 2 semaines en Italie. Pour une fois, je n'ai pas demandé la permission, ni ne me suis inquiété de savoir qui d'autre avait besoin de quelque chose de ma part. Florence était chaude, dorée, vivante. Chaque soir, je me tenais sur un balcon surplombant les toits, laissant la brise lente dénouer les nœuds en moi. J'ai réalisé que cette paix, cette indépendance, cette possibilité. C'était ce que ma famille m'avait volé bien avant que la mousse ne touche ma porte. Quand je suis rentré à Portland, j'ai rejoint un groupe de randonnée. Lors de mon 2e samedi avec eux, j'ai rencontré Alex, une présence calme et stable avec un rire facile. Il ne savait rien de ma famille. Pas au début. Il me parlait simplement comme si j'étais une personne entière, pas une ressource à exploiter. C'était désarmant et guérisseur. Parfois, tard la nuit, je ressentais des échos de la vieille douleur. Pas le genre aigu, juste des ombres. Mais elles ne me définissaient plus. Elles ne me contrôlaient plus. Ce qui m'a le plus surprise, c'est ceci, il ne me manquait pas. Pas vraiment. Ce qui me manquait, c'était la version de moi qui avait cru que l'amour signifiait l'effacement de soi. Mais elle était partie, et quelqu'un de plus fort avait pris sa place. Je croyais autrefois que s'éloigner de sa famille signifiait l'échec. Maintenant, je sais que cela peut signifier la survie. Je n'ai pas perdu une maison. J'ai quitté un champ de bataille. Et dans le calme qui a suivi, je me suis reconstruite avec des mains plus stables, des limites plus claires, et une vie qui ressemble enfin à la mienne. Si vous avez déjà porté le poids de tout le monde jusqu'à ne plus pouvoir respirer, écoutez-moi, vous choisir vous-même n'est pas égoïste. C'est le début de la liberté. Si cette histoire résonne en vous, dites-moi d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer la prochaine.